Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris pluriel 106.3. Lire L''IRE, comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur, le grand plaisir de recevoir Monsieur Nedim Gürsel. Monsieur Nedim Gürsel qui est né en Turquie, n'est-ce pas Nedim ? Et puis qui a été obligé de quitter son pays. On parlera peut-être, si vous le souhaitez, de tout ceci, puisque je suppose que ça façonne votre œuvre. On peut parler d'une œuvre parce qu'il y a un nombre conséquent d'essais, de romans et aussi de la poésie. Vous avez écrit et autour de tout ce que vous avez vécu à travers l'exil, à travers le retour dans votre pays natal. Puis d'abord, je voudrais vous remercier d'être avec nous, avec les auditeurs de Fréquence Paris Pluriel. Vous évoquerez évidemment votre dernier livre, Amour et rébellion, qui est paru. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'éditeur ? Il vient de paraître aux éditions du Rocher. Ah, éditions du Rocher. Alors, tout d'abord, peut-être évoquer ce roman. Qu'est-ce qui a motivé sa matière ? Écoutez, merci d'abord de votre accueil chaleureux. C'est aussi un grand honneur pour moi d'être là et de parler à la fois de mes livres qui sont nombreux, car avec l'âge, je suis devenu un écrivain prolifique. Oui. Mais aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, de mon pays d'origine, la Turquie, oui, qui n'est pas très loin d'une zone de conflit en ce moment. Et justement, dans Amour et rébellion, il est question des conflits, il est question de beaucoup de fléaux. C'est une sorte de parodie de Candide. Comme vous savez, Candide, le fameux récit de Voltaire, prend fin quand le protagoniste retrouve sa bien-aimée Cunégonde à Constantinople. Eh bien, moi, je reprends le récit à partir de là pour raconter tous ces fléaux, tous ces malheurs qui arrivent à ce personnage naïf, comme son nom l'indique. Et il y a deux axes du récit. Il s'agit d'un écrivain qui est en train d'écrire ce récit, qui s'appelle Amour et rébellion, parce qu'il est question aussi d'une rébellion qui a eu lieu à Istanbul au XVIIIe siècle et qui a mis fin à l'époque dite des tulipes. Vous pouvez expliquer l'époque des tulipes pour nos auditeurs ? Alors, c'est en fait la première ouverture de l'Empire ottoman à l'Occident au début du XVIIIe siècle, avec le règne de Ahmed III. Il y a eu une époque de paix et la construction de beaucoup de lieux de festivités, de plaisir. Mais le peuple, évidemment, n'allait pas très bien. Il y avait des problèmes, notamment de famine, et il a fini par se révolter. Alors, comme Candide part à la recherche de sa bien-aimée à Istanbul, il va la retrouver à la fin, mais c'est une fin triste. C'est triste, mais lui, il est optimiste comme son maître Pangloss l'était, oui, qui disait « tout est au mieux dans le meilleur des mondes ». Donc c'est un roman qui, avec ces deux axes du récit, l'histoire de l'écrivain qui est en train d'écrire l'histoire de Candide, que nous lisons au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture, mais aussi les réflexions de cet écrivain sur le despotisme, car nous avons tendance à oublier, malheureusement, surtout en Turquie, que l'Empire ottoman était un État despotique. Je parle beaucoup aussi de cette institution qui est devenue la fratricide. Et ça n'a pas plu à tout le monde, mais tout au long de l'histoire de l'Empire ottoman, c'est-à-dire pendant 6 siècles, il y a eu tout de même 44 grands vizirs qui ont été étranglés pour raisons politiques, comme on disait à l'époque. Siyas et Qatl, c'est une expression d'origine arabe qui signifie exécution pour raisons politiques.
Alors, évidemment, il y a une transposition de ce despotisme dans la Turquie d'aujourd'hui. Bien sûr. Car je suis contre à ce que notre président Erdogan dit, c'est-à-dire nous devons être fiers de nos ancêtres. Parfois oui, parfois non. Ouais. Et le fait que j'ai dénoncé aussi cet aspect despotique de l'Empire n'a pas plu à tout le monde. Le président Erdogan prêche l'automania que moi, je combats à ma manière comme romancier dans Amour et rébellion. Vous avez eu d'ailleurs 2 livres censurés, vos 2 premiers romans. Ils ont été censurés en Turquie. Oui, mon premier roman, Un long été à Istanbul, a été accusé d'offense aux forces de sécurité nationale. C'est l'article 159 du Code pénal turc. Parce que dans ce roman, Un long été à Istanbul, il est question d'une période de répression suite à un coup d'État militaire. Mais cette période est décrite de manière allégorique. Et puis, des années plus tard, j'ai été poursuivi en justice pour avoir, cette fois-ci, je cite toujours le code pénal, dénigrer les valeurs religieuses de la population. Ça, c'est l'article 216 du code votre pénal. roman, la première femme. Non, c'est Les filles d'Allah. Ah, d'accord. Mais vous avez raison, mon roman, La première femme, a été aussi, hélas, poursuivi en justice pour érotisme. Ouais. Pour l'irrespect des valeurs morales, comme dit le code. Donc, comme ça, rien que pour avoir écrit des livres, je me suis trouvé 3 fois devant le juge pour m'expliquer. Et cela ne doit pas exister dans un pays démocratique. Parce que sans les libertés, il n'y a pas de création. Et je regrette que dans mon pays, beaucoup d'écrivains ont payé cher, quand même, beaucoup plus cher que moi, cette situation. Donc, Un long été à Istanbul, La première femme et Les filles d'Allah. Voilà 3 de mes romans qui ont été saisis, mais j'ai été acquitté chaque fois. Je n'ai pas été condamné, ce qui n'était pas malheureusement le cas de beaucoup d'écrivains depuis la fondation de la République en 1923. Je peux citer le cas de Nazım Hikmet, qui a passé les meilleures années de sa vie en prison, mais aussi des romanciers comme Sabahattin Ali, et récemment Ahmet Altan a fait 5 ans de prison pour avoir écrit seulement. Mais il a été accusé de complot contre l'État. Ça, c'est une accusation facile, évidemment, pour nos dirigeants. Et je pense également à Pinar Selek. Tout à fait. Qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et qui continue, son procès a été réouvert récemment. Absolument. Donc, je ne sais pas comment ça va aboutir, mais bien sûr, il faut se rappeler, il y a d'autres cas, malheureusement. Elle est en France et elle a un mandat d'arrêt international, tout ça parce qu'elle a fait des recherches sur les minorités qui évoluent en Turquie et qui sont, évidemment, qui n'ont pas droit de citer. Donc, elle aussi, elle écrit notamment des romans et elle attend ces 20 ans de procédure, quand même. Oui, je connais un peu son cas. Je l'ai aussi croisé 2 ou 3 fois. Donc la Turquie s'éloigne de jour en jour de la démocratie. Ce n'est pas une bonne chose. Non. Surtout pour un pays qui voudrait entrer dans l'Union européenne. Mais le train est déjà parti. Je crois que c'est trop tard maintenant, avec cette dérive autoritaire du régime d'Erdogan. Mais pour revenir à mon roman, même si tout ne va pas au mieux dans le meilleur des mondes, ne soyons pas pessimistes. Et c'est ce qui se passe quand Candide à Istanbul connaît beaucoup de malheurs. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est un roman aussi contre la guerre. Oui. Et je cite à un moment donné Voltaire qui dit, je le cite de mémoire, mais ce n'est pas Dieu qui nous a offert toutes ces épées, toutes ces armes pour qu'on s'égorge entre nous. C'est nous-mêmes qui les avons inventées et créées. Et c'est vrai, ça a été le cas au XVIIIe siècle. C'est malheureusement le cas
à notre époque aussi. On va faire une première pause. On va écouter PNL, ça s'appelle « Je vends ». Et c'est tiré de l'album Le Monde Chico. Je sors de mon zoo, je regarde le ciel. Je sors de Fleury, j'enflamme le ster. Je prends le raté devant les bacs. Je frotte son poule, puis je fais un feu. J'économise tous les épis. J'ai mal au ventre, sa mère. J'ai le regard haineux dans la ville. Je vis ce que t'inventes, sa mère. Sa mère, sa mère, sa mère, sa mère. J'finis nique l'automère, et j'm'amuse fini au bord de la mer. Ok, j'm'embête. J'suis le calme qui traverse la tempête. En fait, pour laquelle jamais juste à l'enfer. Ouais, nada. Sors du zoo, sors du zoo, sors du zoo, sors du zoo, madame. Lundi, j'vends, mardi, j'vends, mercredi, j'vends, jeudi, pénurie, jeudi soir, j'fais chez cher, vendredi, j'vends, samedi, dimanche, j'vends, pour la mif, dans la vallée, olé, olé, les mains salies, olé, olé, que la femme, olé, à l'infini, olé, olé, ouais, que la famille. J'pose un pied à terre, bismillah, nouveauté. On n'aime pas se mélanger, on est grave démodé. Égo du premier kill à la dernière bouteille. Plus chivas que Oni, que la mif la cosa. Plus Mani que Tony, plus Tony que Sosa. Ok, fais pas la tête, ça pue la défaite, on kiffe se relever. Leur tête, près de la braquette, pareil à sucer si le haut se refait. 2-3 carottes choco, validé par ton crâne. La lumière s'éteint un peu trop tôt, Igo, j'rallume le cul de ma lame. Au-dessus des lois pour la gamelle, le code pénal sous la semelle. Nique le week-end, nique la semaine. J'attends de voir où cette petite voie nous mène. Igo, j'dois rester moi, t'inquiète, j'veux pas la ressembler. J'aime pas l'humour de l'inspecteur, j'dois faire cette monnaie. Olé, j'casse un tour mon ami, j'ai décollé. Titulaire sur la rente à abonné. Oh salut mon vieux, tu nous reconnais. Pas changé, toujours pas d'amis. Ceux qui manquent sont déjà partis. Ou au fond de la grotte par l'abri de les rejoindre Harry. Si on change pas de vie. Lundi, j'vends, mardi, j'vends, mercredi, j'vends, jeudi, pénurie, jeudi soir, j'fais chez cher, vendredi, j'vends, samedi, dimanche, j'vends, pour la mif, dans la vallée, olé, les mains salies, olé, que la famille, olé, à l'infini, olé, ouais, que la famille. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du Dire, émission littéraire, et je suis avec Nedim Gürsel. On évoque toujours son roman Amour et rébellion, et puis peut-être pour remonter un petit peu dans le temps, comment ça s'est passé pour vous le fait d'être en exil? Qu'est-ce que c'est que l'exil et qu'est-ce que ça fait aussi à la langue dans laquelle on écrit? Oui, c'est une question très pertinente. Merci beaucoup de me l'avoir posée, car cette situation, évidemment, me préoccupe comme écrivain en exil. L'exil fut au début une contrainte, car j'ai été poursuivi pour un article publié en 1971. Cela ne me rajeunit pas, mais j'avais 20 ans. Ouais. Et comme dit
Paul Nizan dans ce très beau livre, Aden Arabi, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Non, ça. Et j'ai eu mon premier procès, en fait, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, pour un article écrit sur Lénine et Gorky. Oh là là. Gorky, à l'époque, je le lisais beaucoup. On lisait beaucoup les écrivains russes et soviétiques. Et puis, le procureur militaire, il y a eu le coup d'État de 1971, dit curieusement le mémorandum des généraux, et le procureur militaire a demandé 7 ans et demi de tôle pour avoir écrit cet article. C'était quand même aberrant. Et j'avais le choix entre Paris et la prison. Alors j'ai choisi Paris. Et puis j'ai fait ici mes études supérieures et puis ma thèse de doctorat à l'université de la Sorbonne en littérature comparée avec Etiamble, qui était une grande figure intellectuelle à l'époque, qui est un peu tombée dans l'oubli aujourd'hui, mais j'aimerais aussi l'évoquer parce qu'il a préfacé mon premier livre traduit et publié en France, Un long été à Istanbul. Mais je ne voulais pas m'installer en France. Quand j'ai fini ma thèse, je suis rentré en Turquie pour avoir un poste à l'université, là-bas, et enseigner. Il y a eu un autre coup d'État, celui du général Evren, le 12 septembre 1980. Et là, c'est un long été à Istanbul qui a été saisi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc, je suis revenu en France, où j'ai eu un poste à l'université. Et je n'ai pas pu rentrer pendant 3 ans en Turquie, ce qui explique peut-être l'omniprésence de la ville d'Istanbul dans mes récits. Oui. Parce qu'il y a une sorte de nostalgie de cette ville. C'est notamment le cas dans Amour et Rébellion, mais il est question de la ville du XVIIIe siècle. Et voilà, maintenant, je vais assez souvent en Turquie. Mes livres sont de nouveau autorisés, parce que j'ai été acquitté. Mais il y a une forme de censure qui me préoccupe particulièrement comme tout créateur, comme tout écrivain, comme tout membre du Pen Club. Oui, qu'est-ce que c'est le Pen Club? Vous pouvez nous rappeler? Le Pen Club est une organisation d'écrivains qui se battent pour la liberté d'expression, pour la laïcité, pour, disons, les valeurs démocratiques. Et c'est une organisation planétaire. Chaque pays a sa structure du Pen Club qui représente, une fois réunie quand même, une force. Et je suis fier d'être membre du Pen Club Pen, français. c'est comme poète, essayiste et novelliste. Alors, j'ai beaucoup écrit sur la poésie. J'ai fait ma thèse en littérature comparée sur Nazım Hikmet et Aragon. J'ai écrit sur d'autres poètes, notamment sur Breton, les surréalistes. Ouais. Mais je n'ai écrit qu'un seul recueil de poèmes. Et si vous n'êtes pas Rimbaud avec un seul recueil de poèmes, vous n'êtes pas poète. Donc je ne me considère pas comme poète, mais plutôt comme prosateur. Cela dit, ce livre a le mérite d'exister. Il s'appelle « 40 poèmes courts pour une longue séparation ». Ce sont des haïkus de 3 vers érotiques. Et je respecte souvent la métrique, enfin la structure du genre japonais. Donc 7, 5 et 7 syllabes, ça fait 3 vers que les Japonais écrivent du haut vers le bas. J'ai essayé d'exprimer une séparation à travers ce genre que j'ai appris quand même, dont j'ai appris les règles par Etiamble, qui était un très grand sinologue. Alors, vous vouliez évoquer Etiamble, alors qui c'était votre directeur de recherche, évidemment. Je lui dois beaucoup. Et récemment, j'ai publié un livre, c'est notre correspondance. On s'est beaucoup écrit, il m'a beaucoup aidé, il m'a fait connaître au public, car Un long été à Istanbul et Paris chez Gallimard, et qui a fait un certain bruit à l'époque parce que la Turquie était menacée d'un coup d'État militaire, et c'est ce qui est arrivé avec le général Evren. Donc, je voulais que cette correspondance voit le jour, où il est beaucoup question d'un jeune écrivain turc qui souffre, mais qui est heureux à Paris. Oui. Dont votre serviteur des années auparavant. Oui. Et vous avez été quand même heureux à Paris?
J'étais heureux, mais j'ai mené quand même une vie d'étudiant, c'est-à-dire le resto U, les chambres de bonne, mais en même temps les bibliothèques. Oui. Et surtout, je dirais à l'époque, les filles. Ouais. Parce que j'étais interne au lycée de Galatasaray à Istanbul. Et notre lycée à l'époque n'était pas mixte. Alors, tard dans la nuit, quand la lampe s'éteignait dans le dortoir, je rêvais de deux choses. Je rêvais d'abord des filles de Notre-Dame de Sion. Et puis de la ville de Paris, où je voulais quand même aller pour devenir écrivain. Ah oui. Alors, récemment, Arte a fait un documentaire sur moi et nous avons tourné une séquence dans le dortoir du lycée de Galatasaray. Et la réalisatrice m'a demandé ce qu'on faisait dans ce dortoir et je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Et après, elle m'a dit, est-ce que vos deux rêves se sont réalisés? Pas le premier, lui ai-je répondu, mais le second un peu. Bon. Cela fait maintenant 50 ans que j'habite Paris. C'est ça. Un demi-siècle. Oui, un demi-siècle. Et avec... Alors, je dirais, excusez-moi, aussi un mot par rapport à la langue, parce que c'est important quand un écrivain... On va y venir. Et se trouve en exil, cette question se pose de manière très importante. Moi, je suis resté fidèle à ma langue maternelle, le turc, en ce qui concerne la fiction. J'écris mes romans, mes nouvelles et mes récits de voyage en turc. Ils sont traduits en français et dans d'autres langues aussi, parfois. Mais mes essais, je les ai écrits surtout en français. Car, comme je disais tout à l'heure à nos amis, la langue de Descartes, qui supporte mal les envolées lyriques, me permet de mieux m'exprimer sur la littérature, y compris sur la littérature de mon pays. C'est comme ça que j'ai écrit des essais sur Yaşar Kemal, sur d'autres écrivains, sur Said Faik par exemple, qui est un grand écrivain turc, peu connu en France. Donc voilà, ce va-et-vient entre deux pays, deux villes et deux langues m'enrichit, mais en même temps, c'est une situation difficile à gérer. Oui, évidemment. Se pose la question de dans quelle langue écrire. Hein. Et donc, vous écrivez vos romans, tout ce qui n'est pas essai, vous écrivez encore aujourd'hui en turc. Oui. Ah oui. Encore aujourd'hui en Ça turc. veut dire qu'Amour et Rébellion a été écrit en turc? Oui, il est d'abord paru en Turquie il y a 2 ans. Et il s'agit là d'une traduction très réussie, d'après mon éditrice aux éditions du Rocher, Julie, parce que c'est Catherine Erikan, professeure émérite de l'université de Strasbourg, qui l'a fait. Et il y a beaucoup de jeux de mots dans le récit. Et il y a aussi des mots anciens ottomans que j'utilise pour des raisons parfois obscènes, je dirais. Ouais. Parce que quand je dis qu'il arrive des malheurs à Candide, et je veux parler, disons, des débauches aussi, qui étaient très fréquentes à l'époque dite des tulipes. Donc Catherine Erikan a réussi à surmonter toutes ces difficultés, a très souvent réussi à trouver l'équivalent des jeux de mots en français. Il y a tout un travail qui a été fait sur ça. Et donc, je voudrais par cette occasion lui rendre hommage. Il s'agit donc d'une traduction. D'accord. On va marquer une pause et on va écouter Lisette Lombé avec un titre qui s'appelle « Les injustices » tiré de l'album « Brûler, danser ». Ne pas pouvoir choisir ses parents, c'est injuste. Ne pas pouvoir choisir son pays de naissance, c'est injuste. Grandir dans le ventre d'une femme qui crève de faim, ou grandir dans le ventre d'une femme qui s'en prend tous les jours plein la tronche, ou grandir dans le ventre d'une femme qui ne veut pas devenir mère, qui ne veut pas de nous sur cette terre. C'est injuste.
Injuste de vivre ses premières heures sans cajolerie, sans baiser doux. Injuste que notre vulnérabilité n'émeuve personne. Injuste que notre naissance coïncide avec la fin d'un couple. Injuste de naître sous des bombes. Injuste de naître derrière des barreaux. Injuste de naître sans papier, de naître avant de naître. Injuste. Injuste d'avoir été tellement traité de cancre, de baudet, de bon à rien, qu'on finit réellement par croire qu'on est ce cancre, ce baudet, cette bonne à rien. Injuste d'être la mal-aimée de sa famille, la mal-aimée de sa fratrie. Injuste d'être le souffre-douleur de sa classe. Rien que dans l'enfance, rien que dans l'adolescence, nous pourrions déjà lister des milliers et des milliers d'injustices pour cette Miss. Mais cette Miss reste muette, complètement tétanisée par le stress. Tout son corps tremble, aucun son ne sort de sa gorge. Elle veut parler, elle doit parler, mais elle n'y parvient pas. Remontada ne peut rien pour elle, nous ne pouvons rien pour elle. Comme nous ne pouvons rien pour les gens qui ne voient pas les injustices. Comme nous ne pouvons rien pour les gens qui ne veulent pas voir les injustices. Nous ne pouvons rien. Entends. Entends, Remontada. Entends. Entends comme tu n'es pas seul. Entends. Entends comme le public présent aujourd'hui te soutient, te comprend, et entonne avec toi et entonne avec moi ce mot. Injuste. D'être le bouc émissaire d'un patron. Injuste d'être viré du jour au lendemain. Injuste d'être largué sans aucune explication. Injuste d'apprendre qu'on a un satané cancer. Injuste d'apprendre le décès inopiné d'un proche. Et vieillir, hein? On en parle de vieillir. Et vieillir pour une femme, encore plus que vieillir pour un homme, comme c'est injuste. Attaque du souffle, attaque du sang. Fréquence Paris Pluriel, lire du dire. Je suis avec Nedim Gursel et nous évoquons beaucoup de choses. Et on était en train de parler notamment de la langue dans laquelle vous écrivez, Nedim, et c'est incroyable, vous écrivez donc dans votre langue maternelle. Qu'est-ce que c'est une langue maternelle finalement? Et pourquoi vous écrivez toujours finalement en turc? Il y a certes un rapport affectif à travers la mère. Cette langue dite maternelle, beaucoup d'écrivains ont changé de langue, et non les moindres. Ouais. Parfois, ils sont restés bilingues. Ouais. On peut citer des exemples, comme Beckett, par exemple, qui était un écrivain bilingue, mais surtout francophone, tout en étant irlandais. Conrad, polonais, mais qui a écrit en anglais. Et puis Ionesco, roumain en français. Il y a toute une série d'écrivains francophones comme ça. Et je ne parle pas des Maghrébins, qui pour la plupart s'expriment en français. Et il m'est arrivé aussi de le faire, mais pas comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la fiction. Parce que il y a parfois des souvenirs de l'enfance, des souvenirs de l'internat, des années de mon adolescence qui remontent. Et il se trouve aussi qu'avec mon premier livre, très jeune, à 26 ans, j'ai eu le prix de l'Académie de la langue turque. En 1976, j'avais 25 ans. Et j'ai estimé que
ce prix me donnait une sorte de responsabilité par rapport à la langue. Ah oui, je comprends. Donc j'ai continué. Et puis, est-ce que je le regrette ? Peut-être pas, mais je ne suis pas tout à fait un écrivain francophone. J'ai été invité quand M. Mitterrand a été élu président de la République à l'Élysée, quand il a créé le Haut Conseil de la francophonie. J'étais très intimidé. Il est venu vers moi. J'étais le dernier écrivain à qui il a serré la main. Et comme un imbécile, je lui ai dit « Merci de m'avoir invité, Monsieur le Président, mais je ne suis pas un écrivain tout à fait francophone. » Alors mais que c'était très bien, ça. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit « Oui, je le sais, mais n'empêche que vous êtes un bon écrivain. » Alors voilà, Ouais. pour l'anecdote. Je ne sais pas si je suis un bon écrivain, mais comme ça a été dit par un président qui lisait beaucoup Ouais. Et que je respectais beaucoup, parce que je lui ai envoyé mes livres et il me répondait. Ah ouais. Quelques mots seulement, quelques mots, voilà. Mais alors là, est-ce qu'on peut essayer de se demander si la langue maternelle est la langue de l'imaginaire ? Tout à fait. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du rapport affectif, plus c'est la langue de l'imaginaire, parce que j'imaginais des tas de choses quand j'étais enfant. Ouais. Je lisais beaucoup les récits de voyage quand j'étais adolescent. Comme interne au lycée de Galatasaray, on ne sortait pas. Alors ça fait, quand vous êtes aussi adolescent et que vous avez, disons, l'âge de puberté, ça pose un problème, ce cloisonnement de moment. Je sortais les week-ends très peu. Ouais. Mais donc, mon imagination a dû pas mal fonctionner. Et peut-être que je dois au fait que je suis devenu écrivain à cet imaginaire, à cette imagination. Donc, et puis, il y avait l'argot des lycéens. Des années plus tard, quand j'ai écrit Le Fils du capitaine, j'ai utilisé un peu cette langue. Et pour aussi me moquer un peu avec quelques ironies, mais aussi avec beaucoup de sympathie, les professeurs. Oui. Chacun avait un sobriquet, Oui. comme vous pouvez l'imaginer. Oui. Donc, il y a aussi ce rapport à la ville d'Istanbul, parce qu'il y a eu des périodes où je n'ai pas pu rentrer. Et c'est pour cela que j'en ai beaucoup parlé dans mes livres, et la ville est devenue un thème redondant. Si je n'étais pas loin de cette ville, j'en aurais pas parlé autant dans mes livres. Oui, je comprends. Hein. La ville, évidemment, est vraiment présente, hein, cette thématique de la ville dans votre œuvre. Mais ça m'intéresse, ce terrain de l'imaginaire que vous avez conservé dans votre langue maternelle. Et peut-être aussi la musique des mots, peut-être, je sais pas, c'est très intéressant de se dire que la musique des mots, évidemment, parce que j'ai commencé par écrire des nouvelles. Oui. Avant de passer, comme disait à l'époque, au roman. Et là, j'ai voulu que mes textes, qui étaient de la prose, soient poétiques tout de même. Et ce n'est pas passé inaperçu en Turquie. J'ai essayé de créer une sorte d'atmosphère poétique, notamment à partir des grandes villes, quand j'ai commencé à voyager. Tandis qu'un roman se construit autrement. Il y a, qu'on le veuille ou non, quelques héros qu'il faut imaginer, et puis peut-être une intrigue, même si on supprime complètement l'intrigue dans l'écriture moderne. Il y a une construction, il y a une évolution des protagonistes, notamment. Donc, j'écrivais des nouvelles qui se voulaient poétiques. Ouais. Jusqu'à ce que mon éditeur, à l'époque, Claude Cherki, qui dirigeait les éditions du Seuil, me dise « Mon cher Gursel, on publie vos nouvelles parce que je les aime, mais quand est-ce que vous allez nous donner un roman pour qu'on le vende mieux ?»
Et bon, il y a d'autres raisons aussi, mais le roman du Conquérant est né en fait aussi de cette demande. Parce qu'en France, si vous n'écrivez que des nouvelles, vous n'êtes pas considéré tout à fait comme un écrivain. Ce qui n'était pas le cas en Turquie. Écrire des nouvelles ou des romans, pour les Turcs, c'était pareil, c'était de la prose, poétique ou pas. Tandis qu'en France, avec mes nouvelles, que le Seuil publiait et qui se vendait un peu, mais mes romans, quand je les ai écrits, j'en ai écrit une dizaine après, et qui ont été, disons, qui ont touché un public beaucoup plus large que mes nouvelles. Et en plus, c'est très intéressant parce que ça pose la question de la traduction. Est-ce que la traduction est possible ? Vous qui êtes des deux côtés, là, vous écrivez dans votre langue maternelle qui est celle de votre imaginaire et vous pouvez apprécier la traduction de ce texte qui porte la trace de cette langue-là, qui vous a nourri, qui vous a... Voilà, comme une mère finalement. Est-ce que vous vous y retrouvez dans chaque traduction ? Est-ce que vous retrouvez ça ? Alors d'abord, je dois dire que je n'ai traduit aucun de mes livres moi-même. Oui, mais vous pouvez apprécier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir de bons traducteurs et de bonnes traductrices. Quand ils me demandaient telle ou telle chose, je ne refusais pas de collaborer, mais la demande venait de leur part ou pas. Oui, c'est ça. Mais tout le monde sait que la traduction poétique pose problème. C'est vraiment une tâche difficile. Mais heureusement qu'il y a aussi la traduction poétique, sinon nous ne prendrions pas connaissance des grands poètes. Comme on ne peut pas apprendre toutes les langues du monde, donc heureusement qu'il y a la traduction. Maintenant, il m'arrive de collaborer parfois avec donc ma nouvelle traductrice, Catherine Erikan, quand elle a quelques difficultés, mais pour Amour et Rébellion, il n'y a eu presque pas de problème parce qu'elle maîtrise parfaitement les deux langues, y compris la langue ottomane, parce qu'elle l'a enseignée. Donc c'était vraiment l'idéal, la traductrice idéale pour traduire un roman comme Amour et Rébellion. Et puis, je dirais aussi que quand vous avez connu l'exil et la séparation, vous vous sentez déraciné, bien sûr. Ça a été mon cas quand je suis arrivé très jeune à Paris. Et un lieu d'enracinement possible, c'est votre langue. Bien sûr. Là, c'est un lieu, et mon recueil de nouvelles, Le Dernier Tramway, a aussi un sous-titre, c'est les nouvelles de l'exil et de l'amour. Et là, le narrateur cherche un lieu d'enracinement. C'est pour cela que la langue maternelle est importante pour lui. J'ai un peu écrit dans ce sens-là, mais les années ont passé, je n'ai pas fait le pas. Peut-être écrirai-je un jour un roman directement en français. Je l'espère, mais en même temps, je n'ose pas. Je n'ose pas. Interroger la langue. Je n'ose pas. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des études de littérature française aussi moderne. Alors, il y a tellement de grands écrivains qui utilisent la langue française que je peux m'en passer, moi. Vous pensez que ça ne serait pas la même chose, en fait, que quelque chose disparaîtrait ? Tout à fait. En tout cas, si j'écris directement en français, c'est sûr que ce ne sera pas mon style en turc. Ce sera autre chose. Parce que le français et le turc représentent deux univers linguistiques très différents. Donc, on ne peut pas garder le même style si on a écrit en turc et qu'on a après l'intention d'écrire en français. Et si on fait cela, on est obligé de partir à la recherche de notre style. Mais alors, à mon avis. Oui, bien sûr. Et est-ce que on va prendre Amour et Rébellion, est-ce que vous retrouvez votre style dans la traduction ? Ou bien est-ce que
chaque traduction en français de vos romans, vous retrouvez un style qui vous est propre là-dedans? Cela me semble un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que je considère que la traduction est une version du texte original, pas seulement un reflet. Oui. Mais de toute façon, cela m'arrive aussi parfois pour des romans, surtout pour des romans que j'ai écrits en turc. D'abord, je les relis rarement, mais quand il faut que je relise un ou deux passages d'un de mes romans que j'ai écrit il y a longtemps, je suis très surpris. Je me dis, mais est-ce que c'est toi qui as écrit cette connerie? C'est pas possible. J'essaie toujours de faire mieux, mais bon. Vous travaillez beaucoup. C'est le lecteur qui décide, ou les critiques. Est-ce que vous reprenez beaucoup vous retravaillez beaucoup les textes? Ça dépend de ce que vous appelez beaucoup. En tout cas, j'écris à la main, il y a un premier jet. Après, je mets dans l'ordinateur en étoffant un peu ce texte, ce premier jet, ou bien en enlevant des choses. Donc, la dernière version du texte prend forme dans l'ordinateur, et l'ordinateur permet ce genre de montage beaucoup plus facilement qu'une machine à écrire. Parfois, ma machine à écrire me manque. C'était autre chose. Ah oui, c'est vrai. Et après, j'imprime, et je relis et j'apporte des corrections encore. Ce qui fait que je corrige 2 fois un texte déjà écrit à la main. Ah ouais. C'est tout un processus. Parfois plus. On va marquer une courte pause. On va écouter Kerry James et qui nous dit « Je ne plaisante pas ». Je t'appelle, réponds. Je te jure, fais pas le con. J'ai entendu des rumeurs. Tu veux me faire, tu meurs. Et pas d'une, tu meurs. Je suis pas, tu meurs. Je t'appelle, réponds. Je suis à 2 doigts de péter les plombs. Méfie-toi de l'ego qui dort. Parce que le diable n'est pas mort. Je ne suis qu'un homme qui essaye d'être meilleur que la veille. Rien ne garantit que j'y parvienne. Tu m'entends? Rien ne garantit que ma raison dépasse ma haine. Tu m'entends? Rares sont les choses qui m'effraient. Plus que moi-même. Je suis sur le fil du rasoir. Mes pulsions font la guerre à mes devoirs. Je me sens trop proche du feu. Quand je me sens trop loin de Dieu. À 2 doigts de péter les plombs. À 2 doigts de faire parler le plomb. Je te connais depuis longtemps mais tu parles trop. À 2 doigts de couper les ponts. Non, à 2 doigts de couper les tiens. Si tu me trahis et menaces la sûreté des miens. La vengeance un plaquissement givré. À 2 doigts de revenir calibré. À 2 doigts de défoncer les barrières. De prendre les devants pour protéger mes arrières. La famille avant on verra pour ma carrière. Je peux être méchant comme un truand de la galère. À 2 doigts de me venger. À 2 doigts de faire couler le sang. À 2 doigts. À 2 doigts de plonger. À 2 doigts de céder à mon côté bresson. À 2 doigts. À 2 doigts de les trouver. À 2 doigts de les soulever. Je suis à 2 doigts de les crever. De foutre en l'air tout ce pourquoi j'ai œuvré. Je suis à 2 doigts de me foutre en cavale. À 2 doigts d'écoper une grosse peine. Maman c'est pas que ça va mal. Je suis à 2 doigts de faire pleurer la tienne. Je suis à 2 doigts de criser, viser, la tête brisée, tous mes projets. T'as pas idée des mauvaises pensées dont je suis l'objet. Depuis qu'ils ont essayé de me faire, je crois que je fais des crises d'angoisse. Ah ouais? T'as essayé de consulter? Moi je vais aller voir un psy, moi. Tu as vu un Renoir chez un psy? Je ne plaisante pas, je suis à 2 doigts de tirer dans le tas. Je n'hésiterai pas si je n'ai pas le choix. Y'a un Demba qui sommeille en moi. Toute ma jeunesse, j'ai défié l'État. Au nom des exclus et des païens. Comme à Game City, je veux du prolétariat. Nous on parle pas au commissariat. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas rigoler avec moi. Pour un refus d'obtempérer, tu te fais méfier.
fus par un fumier, pas vu, pas pris. Si t'es pas filmé, il ne restera au tien que leurs yeux pour pleurer. Chacune de nos larmes est inflammable à deux doigts de céder à des pulsions macabres. Ils voudraient danser sur nos cadavres. 1.6 pour tuer un arabe. Le message est clair pour eux, nos vies ne valent pas cher. On a compris quand vous serez en guerre contre la Russie. Ne venez pas cher, les soldats de Tessie. Je suis à deux doigts de quitter ce pays qui n'a pour nous que du mépris. Ils n'aiment pas ce que je crois, ce que je dis, ce que je suis, mais veulent la moitié de ce que j'ai pris. Les étudiants n'ont pas de quoi bouffer. Des lycées sans chauffage, tu te demandes où t'es. Pénurie d'enseignants, mais ce qu'il est s'occupe, c'est de mesurer la longueur des jupes. Je suis à deux doigts de quitter ce pays de Sistra, hypocrite, jaloux, aigri. Ils n'aiment pas ce que je crois, ce que je dis, ce que je suis, mais veulent la moitié de ce que j'ai pris. L'État fait rien pour soigner la fracture. Ceux qui n'ont rien paient la facture. Où sont vos requêtes pour vos retraites? Sous les souliers des CRS. Je suis à deux doigts de boxer le shérif, de laisser ma caisse sur le périph', de foutre le feu dans la zone, d'enfiler un gilet jaune. Je ne plaisante pas, je suis à deux doigts de tirer dans le tas. Je n'hésiterai pas si je n'ai pas le choix. Y'a un débat qui sommeille en moi. Toute ma jeunesse, j'ai défié l'État. On nous des exclus et des païens. Comme à MC, je veux du prolétariat. Nous on parle pas au commissariat. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas rigoler avec moi. Fréquence Paris Pluriel, Lire du Dire 106.3. Et nous sommes avec Nedim Gursel. On a un peu on n'a pas dérivé sur la question de la traduction parce que c'est important. Cette question de la langue maternelle, de l'imaginaire, de la traduction. Et pour revenir à ce roman qui nous occupe, ce dernier roman, Amour et rébellion. Alors il évoque évidemment un roman qui lui est paru il y a déjà 300 ans maintenant, hein, et qui, est-ce que le fait de reprendre le roman de Voltaire, c'est pour dire que tout recommence finalement, que les guerres recommencent, que... Tout à fait. Au début, donc, le texte, ou disons le récit commence là où celui de Voltaire prend fin, c'est-à-dire Candide arrive à Istanbul, il retrouve Cunégonde, Ouais. et c'est la fin. Amour et rébellion, donc, commence à partir de cette fin. Pour nous raconter quoi? Pour nous raconter que tous les fléaux dont parle Voltaire, toute cette inquisition, tout ce que l'humanité a vécu, Ouais. comme non-tolérance, comme violence, malheureusement continue. Et pour cela, ce roman fait promener le lecteur dans l'Empire ottoman du XVIIIe siècle, pour dénoncer en quelque sorte, d'une manière virulente, le despotisme Ben oui. à l'intérieur de l'État. Mais aussi, on sait que cette idéologie de conquête n'était peut-être pas nécessaire, parce qu'elle a apporté beaucoup de malheurs, y compris d'ailleurs aux Ottomans eux-mêmes. C'était la guerre. Donc c'est un roman qui est pour la paix, une paix juste, mais aussi un roman qui illustre cette époque dite des tulipes, Ouais. qui a marqué un grand tournant dans l'histoire de l'Empire ottoman et qui a mal fini, parce que le grand vizir, qui était le gendre en même temps d'Ahmed III, donc a été massacré par les révoltés, et Ahmed III a pu sauver sa peau tout en se réfugiant au palais où il est resté enfermé jusqu'à la fin de sa vie. C'était un sultan, un grand amateur de volupté. Il avait un arrêt. Alors il y a évidemment dans
le récit, un méda, un conteur populaire, qui raconte aussi cette période de festivité, de débauche et de création. Il y a eu aussi un grand poète, par exemple, à l'époque, qui est un des personnages du récit et qui s'appelle comme moi Nedim. Je ne l'ai pas inventé, il a existé, il s'appelait bien Nedim. C'est un grand poète de l'époque, mais on nous apprend la poésie à l'époque, mais on ne nous dit pas qu'il était homosexuel et que l'homosexualité traverse toute son œuvre. Ouais. Eh bien, c'est pour cela que je le cite assez souvent, parce que nous vivons aujourd'hui dans une époque où ces choses-là sont décrites. Peut-être ça dépend des pays, mais sur ce plan, Amour et rébellion illustre une sorte de rébellion, justement, contre les valeurs morales de l'époque. Bien sûr. Et même d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, certainement, en Turquie. Hein. Voilà. Évidemment. Et c'est intéressant parce que il y a aussi une vision réflexive sur la littérature, puisque il y a l'intervention de l'écrivain dans votre livre. Est-ce que ce livre propose aussi une réflexion sur le rôle de la littérature? Oui, il y a dans ce roman, comme d'ailleurs dans le roman du Conquérant, un de mes romans historiques, ce qu'on appelle en français, et moi je l'ai appris à l'université à Paris, la mise en abîme. Oui, c'est ça. Voilà, la mise en abîme, et on dit que c'est André Gide qui a inventé cette technique pour la première fois dans la littérature française, et notamment dans son fameux roman « Les faux monnayeurs ». Il y avait aussi Diderot. Hein. Diderot, oui, si on remonte le temps après, on a découvert d'autres textes. Oui, Diderot dans... voilà, donc cet écrivain fait parfois l'arbitre et il fait le va-et-vient entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle. Donc, la construction du roman est calquée sur cette technique de mise en abîme. Et est-ce que c'est pour questionner... Voilà, pour prendre des distances, pour que le narrateur, qui est en même temps l'auteur, puisse, avec cette distance, poser des questions. Oui. Et critiquer, surtout. Oui. À une époque où on vit de terribles guerres. Voilà. Ce livre est un lieu de réflexion sur les sociétés qui continuent, évidemment. Évidemment, l'ironie ne manque pas. On peut peut-être me reprocher, mais là, et Voltaire va encore plus loin dans l'ironie. Oui. Alors, par rapport à lui, je suis resté un peu moins ironique, mais quand même, il fallait que tout cela soit raconté, et pas toujours de manière très grave, même si les événements dont il est question dans ce roman sont graves. Très. Il faut toujours un peu d'ironie, à mon sens, pour nuancer. Et j'ai raison ou tort, c'est le lecteur qui décidera. Ah ben ça, c'est toujours le lecteur qui décide. Et évidemment, cette question, alors là, on n'aura jamais fini d'essayer de réfléchir, mais que peut la littérature, finalement ? Que peut le roman, la fiction ? Parce que la littérature, c'est vaste. Est-ce que la fiction peut la même chose que la poésie ? Écoutez, quand j'étais plus jeune, je croyais à l'efficacité de la littérature. Que peut la littérature ? C'est une question que plusieurs penseurs et écrivains se sont posés, à commencer par Sartre. Non, je pense qu'elle ne peut pas faire grand-chose, mais heureusement qu'elle existe. Parce que pour changer la société, la littérature ne peut pas agir toute seule. Il faut un mouvement politique, il faut une révolte, ou une rébellion, comme il est question dans mon roman, ou une révolte, quelque chose, disons, d'un événement politique. Mais la littérature peut parfois préparer le terrain. Mais aujourd'hui, je pense que la littérature ne doit pas, coûte que coûte, défendre une cause. S'il est un engagement
possible pour un écrivain, ça doit être plutôt dans l'écriture, un engagement dans l'écriture et non pas dans la politique. En tant que citoyen, bien sûr, qu'il a son mot à dire, et c'est ce que je fais. Il m'arrive de collaborer surtout à la presse française de temps en temps quand j'estime que je dois intervenir sur tel ou tel sujet. Mais même depuis le premier livre, qui est un livre assez politique, Un long été à Istanbul, je n'ai pas voulu défendre coûte que coûte une cause. Et quand j'ai défendu une cause, c'était par allégorie et pas par une manière réaliste, directe. Alors pour revenir par exemple à cette phrase d'Un long été à Istanbul, qui a fait l'objet d'accusations du procureur militaire, c'était entre autres cette phrase « Les Mongols sont revenus sur des tanks ». Alors le juge militaire me dit, donc comme ça, vous nous prenez, M. Gürsel, pour des Mongols? Je lui ai dit, monsieur le juge, d'abord, ce n'est pas une insulte, les Mongols sont nos parents. Nous sommes venus d'Asie centrale, on a vécu avec les Mongols, il n'y a pas de... Et puis, je lui ai dit, c'est une phrase qui se veut un peu littéraire, ça n'a pas de rapport avec... Je n'ai jamais pensé, etc. Comme ça, il a fallu que je me défende un peu. Bref, j'ai d'autres anecdotes à raconter, mais ça montre à quel point la littérature, parfois, peut être considérée comme dangereuse par le pouvoir politique. Ça, oui. Mais le pouvoir politique a tort de la considérer comme quelque chose de dangereux. Ouais. C'est surtout la liberté d'expression qu'ils veulent maintenir. C'est pour cela qu'elle est importante. Et vous dites un engagement dans l'écriture. Mais alors, qu'est-ce que c'est un engagement dans l'écriture? C'est-à-dire le travail, essayer d'assimiler la connaissance dans le récit qui se veut littéraire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pas mal puisé dans les sources quand j'ai écrit mes romans historiques, dits historiques comme le roman du Conquérant, ou comme Les Turbans de Venise, ou comme Amour et Rébellion. Et tous ces éléments que j'ai découverts, relatifs, par exemple, à la vie quotidienne à Istanbul au XVIIIe siècle, je dois faire en sorte qu'il soit assimilé, que la littérature l'emporte sur l'histoire, que ce ne soit pas un livre historique, par exemple. Donc, engagement dans l'écriture, pour moi, engagement dans la littérature, c'est se battre avec les règles de la littérature, les règles du récit, ou en inventer d'autres. Et non aussi un engagement politique. Si vous dénoncez, bien sûr, vous pouvez, par exemple, là, dans Amour et Rébellion, de manière indirecte, avec beaucoup d'ironie, il y a des clins d'œil au président Erdogan, notamment dans le passage où il est question du théâtre d'ombre. Les gens qui suivent la politique quotidienne en Turquie le comprendront. Mais c'est implicite, voilà. Oui. Il faut que ce soit davantage implicite. Les romans dits historiques. Parce que c'est de la fiction, quoi. Voilà, il y a fiction, parce qu'il y a aussi le style de l'auteur. Et puis l'engagement dans la littérature signifie aussi pour moi la solitude. Parce que l'acte d'écrire est un acte isolé. Et l'écrivain est seul. Et puis, à partir de cette solitude, il crée un univers imaginaire. Mais il ne sort pas dans la rue pour manifester. S'il sort dans la rue pour manifester, c'est qu'il le fait en tant que citoyen, mais pas en tant qu'écrivain. Voilà, aujourd'hui, j'ai cette position. Cette position qui est la mienne a évolué avec le temps. Ah oui. Avant, j'étais plus pour l'action de l'écrivain, pour l'action politique. Et merci beaucoup, Nedim Gürsel. On rappelle le titre de votre roman. Alors, c'est Amour et Rébellion, édition du Rocher, et traduit par Catherine Erikan. D'accord. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Merci.